où on a de la chance de recevoir Alexandre Drouard. Alexandre est le cofondateur de Terroir d'avenir. Et on va se focaliser aujourd'hui sur l'agriculture paysanne, l'urgence de soutenir le monde agricole et comment et quels sont les moyens qu'Alexandre et Terroir d'avenir mettent en place pour travailler et pour soutenir le monde paysan. Avant de bien comprendre ce qu'est le monde paysan selon Alexandre, Alexandre, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Et merci beaucoup de passer du temps avec nous ce soir. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter le travail qu'on fait chez Terroir d'avenir et l'impact qu'on tente d'avoir sur effectivement le monde paysan à notre petite échelle. Du coup, merci à l'École comestible de m'avoir convié. Je vais me présenter. Du coup, moi, donc j'ai 41 ans. Je suis papa de trois petites filles. Je suis parisien de naissance. J'ai grandi à Paris et je connaissais absolument rien du monde paysan, si ce n'est que j'avais des préjugés, on va dire, positifs sur la production agricole, sur l'artisanat. Et durant mes études, qui étaient bien éloignées de toutes ces préoccupations, puisque j'ai fait des études dans une école de commerce qui m'a appris, on va dire, à ne pas faire, ou plutôt à faire ce qui me plaisait et pas l'inverse. J'ai découvert une association qui s'appelle Slow Food. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une association qui est née en Italie dans les années 80 et qui a été créée, un peu comme son nom l'indique, pour s'opposer à la culture fast-food suite à l'implantation d'un premier McDonald's à Bras, juste à côté. Bref, j'ai découvert cette association puisque donc j'ai un papa qui est lui historien de l'alimentation, donc on a baigné effectivement dans son environnement avec mes trois frangins donc la cuisine et l'alimentation étaient des sujets sérieux, on va dire, à la maison. Et on va dire que grâce à Slow Food, j'ai pu prendre conscience que l'alimentation avait de l'impact. Elle avait de l'impact sur notre environnement, elle avait de l'impact sur notre santé et elle avait de l'impact sur le tissu social puisque selon le modèle qu'on défend, on valorise plus ou moins du coup les emplois créés par l'agriculture. Et du coup, cette prise de conscience, elle m'a donné envie d'agir et on va dire de créer un projet qui puisse jouer un rôle, certes modeste puisqu'on est une petite entreprise, mais qui puisse jouer un rôle dans cette transition alimentaire. Et donc, c'est à la fin de mes études, en 2007, que du coup, j'ai travaillé sur ce projet-là et j'ai été rejoint par un ami à moi en 2008 et on a du coup créé Terroir d'avenir, dont la mission est de proposer aux tables parisiennes, mais aussi au grand public, donc des produits issus de ce qu'on appelle, nous, l'agriculture paysanne. Et donc, super. Donc, ça fait quoi, 17 ans? Ça fait combien de temps que tu... Ça fera 17 ans, effectivement, en octobre 2025. D'accord. Et donc, c'est quoi pour toi l'agriculture paysanne? Alors, on parle effectivement d'agriculture conventionnelle, d'agriculture raisonnée, d'agriculture biologique, et du coup, on parle d'agriculture paysanne. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture paysanne? Alors, il existe une définition avec 10 grands principes, définition française, mais ce qu'il faut retenir, je vous invite évidemment à aller regarder ces grands principes, mais l'agriculture paysanne, donc c'est un modèle de production qui est basé sur la durabilité, un modèle qui s'oppose, on va dire, au modèle industriel et dont l'enjeu est de garantir une
qualité organoleptique, mais aussi et surtout nutritionnelle des aliments, de préserver l'environnement et de, je l'ai dit, maintenir le tissu social grâce à une juste rémunération du producteur. Donc, c'est en cela qu'elle s'oppose à ce modèle industriel. Et donc, on en revient un peu au principe de l'association Slow Food dont je vous parlais, qui sont de valoriser des produits qui soient bons en goût, propres, c'est-à-dire qui n'ont pas ou peu d'impact sur l'environnement, et des produits qui soient justes, parce qu'ils permettent au premier maillon de la chaîne de s'y retrouver financièrement. Voilà ce que Et, c'est que cette agriculture-là. et dans cette agriculture donc paysanne, tu es principalement sur quel type de produit? Bah, C'est tu tout peux être sur tout type de produit, mais le grand principe, c'est de comprendre que avec la révolution verte, donc après les années 60 en France, donc la révolution verte qui est la transformation de l'agriculture, donc avec la mécanisation, les différents remembrements, eh ben, l'agriculture s'est transformée, a certes augmenté sa productivité, mais a perdu un grand nombre de savoir-faire et s'est appauvrie au niveau de la biodiversité. Et l'idée de l'agriculture paysanne, c'est de valoriser effectivement les savoir-faire traditionnels pour des questions d'impact environnemental et de valoriser la biodiversité pour des questions environnementales, mais également gustatives. Pourquoi? Parce que la biodiversité locale est plus adaptée à un terroir, plus adaptée à une géographie, plus adaptée à une alimentation. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement un retour ou une redécouverte des variétés locales de fruits et légumes, des races rustiques, de volailles, de cochons, puisque certains reviennent à ces races-là parce qu'elles sont, comme je viens de le dire, plus rustiques, donc elles tombent moins malades, donc il y a moins besoin d'utiliser des intrants chimiques, puisqu'on sait aujourd'hui quels sont les impacts catastrophiques de l'utilisation des engrais et de tous les produits phytosanitaires. Donc, cette agriculture-là va valoriser avant tout les savoir-faire traditionnels et la biodiversité locale. Et Et est-ce qu'on peut parler de semences paysannes avec l'agriculture paysanne ou... oui, tout à fait. On peut parler de semences paysannes, on peut parler de des populations qui sont à peu de choses près la même chose, si ce n'est que, pour faire brièvement un point là-dessus, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais si on prend l'exemple du blé, voilà, où nous, on a des boulangeries où on valorise les blés population, ce qu'on appelle les blés de pays. Avant, du coup, effectivement, l'industrialisation de l'agriculture, il existait sur tous les territoires et tous les terroirs de France des blés de pays. Chaque producteur avait son propre blé qu'il semait, qu'il récoltait et qu'il ressemait l'année d'après. Ces blés étaient tous différents, très rustiques, mais pas suffisamment productifs selon les besoins de l'époque, puisque après-guerre, la France était menacée de famine. Et donc, on a des blés qui ont été mis de côté, bien qu'ils soient, comme je le dirai après, de véritables trésors. Ils ont été mis de côté et on a introduit donc des semences plus productives, les hybrides F1 en l'occurrence, et des blés qui sont plus productifs, mais qui sont moins rustiques et qui nécessitent du coup l'utilisation de produits phyto pour pouvoir résister aux maladies qu'elles rencontrent durant leur cycle de production. Et non seulement, du coup, elles sont moins résistantes, mais surtout, en termes de qualité gustative et nutritionnelle, on a des différences qui sont assez notoires, avec une concentration des minéraux qui est 30 à 40% supérieure sur les blés population. Donc, l'idée est finalement, c'est une autre vision de l'agriculture, c'est la vision que voilà, on doit composer avec les ressources qui sont en place et que on place l'intervention humaine on va dire au bon niveau en fait. Ce qui est très difficile, c'est de comprendre quelle doit être la place voilà, du producteur dans le schéma agricole pour
produire suffisamment sans détruire son environnement. Et donc, pour ça, il existe une biodiversité locale et des savoir-faire traditionnels qui permettent de nourrir la population sans menacer notre planète. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de comprendre que 20% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de notre alimentation et qu'il est par conséquent urgent de changer notre façon de consommer et qu'il faut effectivement des solutions à tous les niveaux de la chaîne, voilà, que ce soit du producteur, le transport, la distribution et évidemment le client final. Et donc, vous, au niveau Terroir d'Avenir, il y a combien de boutiques? Il y a des boulangeries? Donc, tu disais, si tu peux expliquer un peu le modèle. Alors, nous, on a démarré à 2. Aujourd'hui, on est à peu près 140 à 150 personnes. On a 13 magasins, dont 3 boulangeries, 5 épiceries, 3 boucheries, une poissonnerie et une crèmerie. On a une activité importante de distribution auprès des restaurateurs. On livre 250 restaurants, qui était l'activité principale. Et pour nous, c'est une activité qui est très importante parce que, si vous voulez, quand on a démarré, du coup, nous, on avait 5 000 € de capital chacun pour payer les premières commandes et louer une camionnette et livrer des chefs qui sont pour nous de véritables ambassadeurs puisqu'ils sont aujourd'hui, déjà, ils ont un rôle social très important qui est d'inciter les gens effectivement à cuisiner et à, on va dire, rendre plus accessible cette notion de cuisine. Et aujourd'hui, voilà, ils ont la capacité médiatique de valoriser des produits qui étaient un petit peu méconnus du grand public. Ils sont un peu moins aujourd'hui. Nous, quand on a démarré, on proposait du navet de Pardaillan, du vinaigre de Rancio, de la coucou de Rennes, des produits que personne connaissait et que même si, pour nous, c'était essentiel de s'adresser au grand public, mais d'avoir la possibilité de travailler avec des chefs qui allaient d'un côté valider et surtout initier et diffuser la connaissance des produits, pour nous, c'était quelque chose d'important. Donc, voilà un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui et on a cette volonté d'accompagner de plus en plus de producteurs. Aujourd'hui, on travaille avec 300 paysans sur toute la France, sur l'Italie un petit peu, la Grèce et l'Angleterre sur des produits qu'on ne trouve pas chez nous. On a un cahier des charges qui est très strict par famille de produits, donc on propose du fruit et légumes, de la viande, du poisson, de la crèmerie, de l'épicerie et on fait également notre pain. Voilà, avec à chaque fois un cahier des charges qui rejoint les principes du coup de cette agriculture paysanne. Et je fais une mini aparté, mais donc tu parlais de produits italiens, grecs, britanniques. Tu vois la même tendance dans les autres pays européens? En tout cas, les mêmes volontés de certains producteurs de vraiment travailler sur de l'agriculture paysanne et oui, des ça a modèles toujours similaires aux existé. tiens? C'est-à-dire qu'en fait, cette révolution verte, on appelle verte, mais qui n'est pas tellement finalement, en fait, a conduit à une disparition des savoir-faire, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'il existe encore des gens qui ont transmis leur savoir-faire de génération en génération et qui continuent de produire des produits absolument incroyables, voilà, de manière extrêmement durable et traditionnelle. On achète de l'huile d'olive et de la feta en Grèce, des fromages anglais, parce que contrairement à ce qu'on pense, les Anglais, ils ont aussi des très bons fromages dans le Nord. On va acheter des produits étrangers qu'on ne trouve pas chez nous et qui méritent d'être connus. En Italie, il y a des terroirs absolument incroyables. C'est une région c'est un pays entre guillemets qui est plus jeune que la France, qui est beaucoup moins centralisé, et il y a eu vraiment une grande préservation des traditions régionales et donc de la culture de beaucoup de produits, quoi. Donc on achète certains produits assez incroyables, quoi, qu'on peut proposer à notre clientèle. Donc je ne sais pas répondre précisément à cette question. Ce que je peux en revanche dire, c'est qu'il y a
Quand on a démarré il y a 15 ans, il n'y avait absolument aucune enseigne qui proposait ce type de produit, ou alors qui le proposait à des prix exorbitants, et je sais que le prix est un vrai sujet. On y reviendra après. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement un attrait important pour la consommation de ces produits-là, donc à Paris et dans d'autres grandes villes, que par conséquent, de l'autre côté, en fait, il y a forcément, au début de la chaîne, il y a des producteurs qui peuvent effectivement s'en sortir mieux en travaillant de la qualité parce qu'il y a un marché pour ça et donc il y a un prix plus juste qui leur est accordé que quand ils travaillent avec la grande distribution ou des circuits plus conventionnels. Et si on reparle des 300 paysans avec qui vous travaillez, en termes de profil, est-ce que c'est des gens, c'est des familles qui sont établies depuis longtemps? Est-ce que c'est des nouveaux, comme on les avait, des néo-paysans, des gens qui viennent de s'installer, qui sont en reconversion et qui ont la conviction que c'est le bon modèle? C'est quoi votre type de... On a quand même plus de gens qui sont entre guillemets du terroir et qui sont paysans depuis plusieurs générations. Mais c'est vrai que ces dernières années, on en a pas mal qui sont des néo-ruraux. Malgré tout, quand même, je vois quand même que c'est plutôt ce qui est encourageant, c'est qu'il y a des jeunes qui s'installent, pas beaucoup. On va pas se le cacher, hein, la situation du monde paysan, elle est un peu critique. Il n'y a plus que 1% de paysans en France. C'est un nombre qui a été divisé par 4, alors que la population a augmenté de 20%. Il y a un ménage agricole sur 5, il me semble, qui vit sous le seuil de pauvreté. On a un taux de suicide qui est de 30% supérieur chez les agriculteurs. On a le nombre d'exploitations qui a été divisé par 4. Donc voilà, l'état des lieux, il n'est pas très très réjouissant pour une simple pour plusieurs raisons, mais pour une raison principale, c'est que durant le XXe siècle, la répartition de la valeur dans la chaîne de distribution, elle est passée de, je crois, 40% du prix de vente pour le producteur à 7%. Donc, ça veut dire que sur un produit qui coûte 10 euros, le producteur en touche 70 centimes dans les circuits conventionnels de grande distribution. Donc ça, c'est un énorme problème, en fait. Et donc, nous, ce qu'on fait avec Terroir d'Avenir, c'est que on garantit un prix qui soit le plus juste possible. Et c'est le producteur qui fixe son prix. Moi, je raconte toujours cette anecdote et ça a été un truc très bizarre. Donc, évidemment, alors, j'étais pas très assidu en école de commerce, mais bon, deux, trois choses quand même. Mais je me souviens que quand j'ai commencé à passer les premières commandes aux producteurs, notamment, je me souviens d'un producteur qui s'appelle Philippe Nantois, qui fait des fraises absolument extraordinaires en Île-de-France. En Île-de-France, il y avait avant une grande culture maraîchère qui a disparu avec l'urbanisation, mais aussi la concurrence des produits du Sud et étrangers. Mais du coup, on cultivait la fraise aux Allué-le-Roi depuis des siècles. Et on a rencontré donc ce monsieur, Philippe Nantois, qui est aujourd'hui proche de la retraite et qui fait des fraises de plein champ cultivées avec sa binette pour aérer le sol et du coup avoir un système racinaire qui soit, on va dire, plus coriace. Et lui m'a dit, m'a demandé quel prix je voulais pour les fraises. Et moi, je lui ai dit, mais je ne sais pas, en fait, moi, je ne connaissais pas les prix à l'époque, et je lui ai dit, mais c'est à toi de fixer ton prix. Et je me souviens qu'il a un peu tiqué parce qu'il n'avait pas l'habitude de ça, parce qu'aujourd'hui, les prix, quand vous déposez, quand vous travaillez avec des gros mandataires à Rungis ou d'autres, ou des circuits de distribution plus conventionnels, c'est pas le producteur qui fixe le prix, c'est l'acheteur. Et dans ces conditions, en fait, il est impossible pour les producteurs de s'y retrouver, puisque si l'acheteur décide d'un prix qui ne couvre pas le prix de revient du producteur,
comprenez bien que c'est pas très très rentable tout ça pour le producteur. Et quand vous vivez aujourd'hui dans un monde où effectivement vous mettez des méthodes de production en concurrence, bien que ça soit une concurrence déloyale, vous vous rendez compte que les produits de qualité français, les produits de qualité en général, parce que c'est pas une histoire que de français, vont coûter forcément plus cher que des produits qui sont issus de production française ou autre, qui ne respectent pas du tout les mêmes cahiers des charges. Et quand vous importez un tiers de votre alimentation en France, eh ben, il faut après derrière pas trop s'étonner si on a une population agricole qui diminue et qui a des revendications qui paraissent tout à fait justes, quoi. Donc voilà. Et donc, comment aujourd'hui votre modèle chez Terroir d'Avenir est suivi ou dupliqué par d'autres personnes? Parce que l'idée, c'est que... Ouais. Oui, en fait, il existe aujourd'hui des enseignes, et c'est une très bonne chose, d'autres enseignes qui proposent, qui s'inscrivent dans cette démarche-là, et c'est tant mieux. Et plus il y aura de confrères, et mieux ce sera, parce qu'encore une fois, je veux dire, c'est vraiment en créant ce cercle vertueux entre producteurs, distributeurs et consommateurs qu'on peut avoir de l'impact et un peu changer les choses. Après, il y a aussi quelque chose, c'est que le commerçant, il a un plafond de verre qui s'appelle qui est déterminé par la politique, en fait. Les producteurs avec lesquels on travaille touchent pas ou très peu de subventions. Par conséquent, ils sont soumis à des règles de rentabilité que les modèles conventionnels et industriels ne respectent pas, parce que sans les subventions de la PAC, un grand nombre de produits ne pourraient pas arriver à des prix aussi faibles sur les marchés. Et par conséquent, si vous voulez, je pense que ça, c'est un vrai problème, puisque dès lors que vous les payez, vous avez cette volonté de payer justement le producteur, vous payez un prix, et vous avez un prix d'achat qui est bien supérieur à des produits qui sont produits de manière industrielle, qui polluent, qui n'ont pas les mêmes qualités organoleptiques, qui ne sont pas bons pour notre santé, mais qui sont pourtant subventionnés. Et ça, c'est un vrai sujet. Et si vous ajoutez à cela, du coup, l'importation de produits qui ne respectent absolument pas les mêmes cahiers des charges et qui arrivent moins cher parce que la main-d'œuvre coûte moins cher à l'étranger, c'est très, très compliqué. Donc, je pense que notre mission aujourd'hui, c'est déjà, et c'est un peu malheureux parce qu'on pourra aussi en reparler, mais il faut déjà ces produits-là, moi je considère que l'alimentation, un peu comme le logement et pouvoir s'habiller, c'est un bien commun et ça doit être accessible à tous. Aujourd'hui, il y a deux points qui sont discriminants, c'est le portefeuille et le savoir-faire. Le portefeuille, ça ne permet effectivement pas, on ne peut pas pointer du doigt les gens qui consomment mal parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, même si, et là j'en viens au deuxième point, c'est même si la cuisine permet considérablement de réduire le coût de son alimentation. D'où le formidable travail que l'école comestible fait, qui est dès le plus jeune âge, inscrire la pratique de la cuisine à l'école pour justement acquérir les bons gestes et se rendre compte que la cuisine, c'est pas si compliqué que ça, qu'il faut un peu la démystifier et qu'on peut se régaler avec beaucoup de produits qui restent accessibles. Parce que, en tout cas, nous, c'est le cas chez nous. On a des boutiques, alors évidemment, je sais qu'on a une clientèle à Montreuil qui est moins aisée que celle de la rue du Nil. Pourtant, les prix sont les mêmes. On a des gens qui cuisinent beaucoup et qui vont acheter des produits de consommation courante et quotidienne et qui ne coûtent pas plus cher que dans certains magasins bio ou même certaines grandes surfaces. Par contre, la cuisine permet de faire des économies. Mais donc, tout ça pour dire que notre mission, c'est effectivement déjà d'essayer d'inciter,
d'inciter les gens qui peuvent se le permettre de consommer autrement. Parce que ça a de l'impact et que, encore une fois, on a démarré à 2, nous, on a pu créer de l'emploi, on contribue voilà, à accompagner plus de 300 producteurs. Je prenais l'exemple de Philippe Nantois qui nous avait fait un joli mot à la fin de l'année pour nous dire que si on n'avait pas mis le prix sur sa fraise, il aurait sans doute arrêté d'en cultiver. Mais c'est le cas de quasiment tous les producteurs avec lesquels on travaille. Et je pense que ça nous paraît enfin, je veux dire, enfin, ça devrait être la norme, ça, de payer les gens voilà, au prix qui est le bon prix, en fait. Mais ça ne l'est pas pour des raisons principalement économiques et financières. Et est-ce que, sur ces questions financières, est-ce que vous aidez les producteurs ou à se lancer, ou à changer de modèle, ou en garantissant un niveau d'achat, ou des choses comme ça? On a aidé certains producteurs à financer des installations. Je pense à un paysan meunier avec qui on travaille, qui nous fournit des blés population. Oui, on accompagne, on suggère. On a des gens parmi les producteurs. On a un éleveur, je pense, voilà, on prend l'exemple qui s'appelle Patrick Bagoret dans le Pays Basque, qui avant travaillait des canards industriels et il s'en sortait plus parce que les prix ne faisaient que baisser, que les coûts ne faisaient qu'augmenter et puis il était plus fier de son travail puisque encore une fois, je veux dire, élever des canards en bâtiment, les nourrir avec des mauvais aliments et utiliser des produits qui sont pas bons pour notre santé, ça c'est pas forcément très réjouissant. Et il s'est installé il a complètement changé de modèle et il a relancé une race rustique de canards qui s'appelle la canne Priachera et qui il s'est rendu compte qu'en fait elle était résistante à beaucoup de maladies, notamment la grippe aviaire, où il n'a pas eu de problème avec sa race, avec cette race-là, durant les grandes épidémies. Et évidemment que, enfin, son produit coûtait un peu plus cher au kilo, mais en mettant le prix en face, il a pu relancer cette race-là et inciter d'autres éleveurs. Et on a réussi à créer voilà, un petit marché et lui assurer des débouchés. Donc, c'est un peu le rôle de la boîte qui est de valoriser tous ces trésors-là, tous ces produits-là, parce qu'on estime que c'est nécessaire de le faire. Mais en face, effectivement, il faut des gens qui repensent leur alimentation et qui ont aussi les moyens de le repenser. Ok. Alors, ça fait presque une demi-heure. On a encore une demi-heure ensemble. Je vais vous laisser poser des questions aussi ou lever la main pour ceux qui ont envie de... Ah, voilà, Ninon, hyper rapide. Elle a levé la main. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Ou sinon, mettre une question dans le chat et puis je poserai les questions. Oui, j'avais plusieurs questions. En fait, je les ai notées en allant parce que ça fulmine dans mon cerveau et à chaque fois, j'avais envie d'interrompre et ça se fait pas. Donc, j'ai tout noté. Je vais essayer d'être très rapide par rapport au bio parce qu'on sait que la bio, elle est en forte crise depuis quelques temps et surtout en ce moment. Et je voulais savoir, vous, dans comment ça marche au niveau de votre cahier des charges. Tu parlais d'un cahier des charges qui est assez restrictif. Est-ce que vous prenez les recommandations de la bio dedans? Parce que je me doute que tout n'est pas bio, parce que c'est hyper compliqué, même en France, d'avoir beaucoup de produits bio et de vendre que de la bio, c'est très compliqué. Comment vous procédez, en fait? C'est quoi la part de bio, par exemple, dans votre catalogue? Alors, au départ, vous avez compris, moi, je suis complètement autodidacte, je n'ai pas fait des études d'agro, mais en tant que consommateur et citoyen, je pense que je n'étais pas le seul, mais je trouve que c'est très difficile de s'y retrouver avec la multitude de labels qu'on trouve sur le marché. Et forcément, on sent que beaucoup d'enseignes se servent de ces labels-là pour vendre des produits et parfois on s'y retrouve pas en termes de goût. Ce que j'ai à dire sur le bio, c'est que c'est le seul label étatique aujourd'hui qui est contrôlé, qui est un label qui est extrêmement sérieux et qui compte pour nous. Près de 80% de notre gamme de fruits et légumes est labellisée bio.
toutes nos farines sont bio. Alors, le poisson n'est pas bio, mais il est sauvage. Et sur la viande, on a des produits qui sont fermiers, avec des temps d'élevage plus longs. Et effectivement, on ne va pas tenir, on va dire, c'est pas un critère exclusif, le bio pour nous. Parce que, comme je l'expliquais, il y a un sujet, c'est qu'il n'y a pas dans le cahier des charges du bio, il n'y a pas de notion organoleptique. C'est-à-dire que le critère du goût ne fait pas partie du cahier des charges. Et pour nous, c'est quand même très important d'associer une notion de plaisir dans la transition alimentaire. C'est-à-dire que si on veut inciter les gens à bien consommer, il faut quand même qu'ils prennent du plaisir. Et aujourd'hui, je suis pas un expert, hein, je pense qu'il faut absolument défendre le bio et soutenir les productions bio. Je sais juste que ce qui a pu sans doute faire du mal au bio, c'est que on peut retrouver des produits bio qui n'ont pas de goût en fait. On peut retrouver des tomates bio qui n'ont aucun goût en fait. Donc le consommateur, c'est compliqué pour lui de s'y retrouver. Et il se dit, mais je vais payer le même prix pour un produit je vais payer un produit beaucoup plus cher pour un produit qui a pas de goût et qui a le même goût qu'en grande surface. Donc, nous, c'est pour ça qu'on ne va pas plaquer bio partout, on l'annonce. Évidemment que quand on peut faire bio, c'est évident que c'est ce qu'on priorise. Mais ce qui est important, c'est le goût, l'impact environnemental et le prix. Ok. Je posais cette question parce que je sais qu'il y a un gros sujet là-dessus. C'est assez confusant pour beaucoup de consommateurs. Par rapport notamment, on se dit, le bio, c'est plus sain pour ma santé, donc je vais me tourner vers ça. Mais ils ont raison. C'est jamais évident. Voilà. Non, mais ils ont raison. Le bio, c'est évidemment, je veux dire, les impacts du bio sont plus à démontrer. Je veux dire, en termes d'utilisation d'intrants, en termes d'impact sur notre santé. Je veux dire, il est urgent d'augmenter la part de production biologique en France. C'est clair. Et deuxième petite question, après, je laisse promis ma place aux autres. Vous parliez tout à l'heure de l'accompagnement des agriculteurs. Tu as posé la question, Audrey, sur est-ce qu'ils étaient accompagnés pour éventuellement faire une transition, pour se tourner vers des pratiques plus durables, etc. Est-ce que, je me doute que vous n'êtes pas une AMAP et que vous ne pouvez pas payer les agriculteurs en amont pour ensuite leur acheter leur récolte, mais est-ce que vous avez déjà considéré ou est-ce que vous faites parfois des gestes, par exemple, quand il y a un peu des catastrophes naturelles comme sur des producteurs historiques ou des choses qu'on a pu avoir récemment ou en Île-de-France, il y a eu beaucoup de maraîchers qui ont été inondés, ce genre de choses. Comment ça se passe en fait on a la trésor et que financièrement on est pas mal, bien sûr qu'on accompagne, on relaye des informations, on s'engage sur des volumes, on aide du mieux possible, bien sûr. Et, au quotidien, on a une équipe d'acheteurs qui est très proche des producteurs, qui les connaît, qui vont les voir, ils les ont tous les jours au téléphone, et on fait tout pour aider les producteurs quand il y a des soucis qui arrivent. J'ai là en tête, je sais que pendant les sujets de grippe aviaire, il y avait beaucoup de problèmes derrière et je sais qu'on a, alors on est là-dessus, on a des producteurs effectivement qui ont perdu quand il y a des coups de grêle, quand il y a des pics de production, les producteurs souvent nous appellent et à chaque fois on répond présent ou quand on ne peut pas, c'est que vraiment il y a des raisons pour tout, mais on crée une relation comme ça en fait, si vous voulez. C'est très important pour nous. Okay. Et ça crée, j'ai une question d'Hélène, et c'est en lien avec ta question, Ninon. C'est chez tes producteurs, quelle part de leur chiffre d'affaires tu représentes en général? C'est très variable. D'accord. C'est très variable. Idéalement, on essaye de ne pas dépasser les 50%, mais il y en a pour qui on représente le principal débouché. Mais c'est quand même une bonne partie pour certains, 20 à 30% minimum. Et donc, tu parlais de ton équipe d'acheteurs.
Ouais. Vous êtes combien ils sont combien Alors, de on types? a un acheteur par famille de métier et on a des gens qui sont vraiment spécialisés. Donc, au poisson, on a un ancien poissonnier. À la viande, on a un ancien boucher. Au fromage, on a une ancienne fromagère. Et aux fruits et légumes, on a une ancienne chef. Donc, on a vraiment que des gens passionnés qui du coup sont engagés au quotidien pour aller à la fois trouver les produits pépites et accompagner les producteurs du mieux possible. Mais ce sont des gens qui sont extrêmement compétents et extrêmement engagés pour la boîte, quoi, et qui mesurent au quotidien l'importance de consommer autrement et donc d'acheter autrement. Et donc toi, ça fait plus de 15 ans que tu as monté la boîte. Deux questions, c'est qu'est-ce que tu préfères faire? C'est quoi voilà, le truc le plus sympa? Et est-ce que tu vois une urgence je sais pas, une urgence, ça s'accélère pas, mais est-ce que tu vois les choses se compliquer de plus en plus ou tu vois des améliorations? Alors du coup, ce que je préfère faire, j'ai à peu près tout fait sauf certains postes. Non, mais j'aime. Enfin, ce qui est génial, c'est de voir le projet grandir, de voir les équipes s'approprier le projet, de fédérer du monde, voilà, autour d'une idée et d'une volonté de changer les choses un peu à notre échelle. Donc, au quotidien, non, je suis très heureux d'être avec les équipes, d'avoir des gens formidables autour de moi et de relever tous les challenges. Et les challenges, il y en a beaucoup parce qu'encore une fois, je veux dire, on est l'alimentation durable. On parlait du bio, mais l'alimentation durable est elle aussi, voilà, en difficulté, en crise. On a des modèles économiques qui sont difficiles à faire tourner, difficiles même à établir. Donc, il y a beaucoup d'enseignes qui ont fermé. Donc, ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. Après, nous, effectivement, comme ça fait 17 ans qu'on existe et qu'on a été pionnier enfin, dans ce domaine-là à Paris, et que effectivement on a des produits incroyables et que bon, on fait tout pour bien faire notre boulot, on s'en sort, mais c'est pas toujours simple. Et notamment dans des périodes d'inflation où voilà, les prix augmentent et évidemment les consommateurs et les pouvoirs d'achat diminuent. Donc, c'est pas toujours facile, quoi. Donc, on a besoin pour ça d'avoir des équipes qui sont très engagées et qui sont toujours motivées. Et après, votre question, c'était l'amélioration. Bah, ouais, bien sûr. Moi, je suis un éternel optimiste et je pense qu'il faut pas du tout baisser les bras. Je pense que tout est une question encore une fois, de logique de marché. C'est-à-dire que euh, si on arrive à créer un marché, on peut créer une dynamique en amont et inciter les producteurs à produire autrement. La question, c'est comment créer cette dynamique de marché. Effectivement, je disais que avoir plusieurs enseignes qui tiennent le même discours, c'est une bonne chose. Ça légitimise le discours de terroir d'avenir et notre discours de manière générale. Et effectivement, sensibiliser les consommateurs à la cuisine et à l'importance de bien se nourrir fait partie des enjeux de cette transition. Mais mais tout ça pour dire que dans cette effectivement, dans les sujets qui donnent beaucoup d'optimisme, c'est qu'il y a une jeune génération de chefs et de consommateurs qui sont de plus en plus soucieux de leur alimentation. Ils veulent savoir ce qu'ils achètent, ils veulent savoir ce qu'ils cuisinent, ils veulent savoir ce qu'ils mangent. Et ça, c'est extrêmement réjouissant. Et voilà, ça montre que les jeunes générations, et c'est l'avenir, vont être de plus en plus sensibilisées à cette problématique-là qui est urgente, quoi, qui est très, très importante. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Maintenant, il faudrait que politiquement, il y ait des choses qui bougent un peu. Parce que si on veut produire mieux, ça va nécessiter beaucoup de main-d'œuvre.
Et c'est ce qui fait que les produits qu'on achète coûtent plus cher parce que c'est des produits artisanaux qui nécessitent de la main-d'œuvre. Parce que quand vous travaillez en bio, vous désherbez pas chimiquement, vous désherbez mécaniquement ou manuellement. Et ça demande forcément plus de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'est ce qui coûte le plus cher dans le coût de revient d'un produit. Et cette main-d'œuvre-là, aujourd'hui, voilà, si politiquement on veut faire bouger les lignes, il faut faire en sorte de soutenir ce modèle d'agriculture paysanne, ce modèle vertueux, en ne faisant pas peser sur le prix de revient toute la charge, toutes les charges sociales de cette main-d'œuvre-là, par exemple. Enfin, donc, il y a des choses qui vont devoir à un moment donné évoluer si on veut faire changer le modèle agricole. Parce qu'on ne peut pas donner des subventions pour soutenir des modèles qui polluent, qui ne créent pas d'emplois et qui ne garantissent pas une alimentation qui soit bonne pour notre santé. Super, merci. Il y a Marie qui va prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis à l'extérieur. Très bien. Si, super. Super, ok. Alors moi j'avais alors j'ai plein de questions aussi, un peu comme Ninon. Mais j'avais une question notamment par rapport à votre position. Vous parliez des autres enseignes qui se développent et qui permettent aux consommateurs de manger mieux, et notamment dans tout ça, il y a toute la grande distribution, mais plutôt ciblée sur le bio. Et c'est vrai que ça, c'est une alternative qui est déjà très louable, mais c'est vrai qu'on a assez peu de visibilité sur notamment les politiques de rémunération des producteurs, des artisans qui fournissent ce genre de magasins. Et je voulais savoir un peu votre positionnement par rapport à tout ce qui va être Biocoop, Naturalia, La Vie Claire, etc. Ouais, c'est une question piège. Mais pour moi, Biocoop, de ce que j'ai connu, c'est une très belle enseigne. Pas grand-chose à dire de ce que je sais. De ce que je sais, après, c'est une énorme boîte qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est quand même une enseigne qui a quand même changé la donne pour les producteurs en bio. Donc, je peux pas, j'en sais pas assez pour vous répondre. Mais moi, quand j'ai pas des choses chez Terroir, ça m'arrive d'acheter chez Biocoop parce que je sais que voilà, je vais trouver un produit de qualité et que théoriquement le producteur est bien payé. Théoriquement, mais j'en sais pas plus. Pour moi, il faut voir la politique d'achat de Biocoop. Voilà, je crois ils ont quand même réussi à monter des filières sérieuses avec nous, on a des producteurs qui fournissent Biocoop. Voilà, alors c'est vrai qu'ils s'y retrouvent mieux avec Terroir. Mais bon, je sais pas vous répondre précisément, je suis désolé, quoi. Je peux vous dire nous comment on fonctionne, mais les autres enseignes. Par contre, oui. Il n'y a aucun problème. Non, mais sur la grande distrib, ouais, encore une fois, je pense que vu l'impact qu'a la grande distrib, elle pourrait jouer un rôle majeur dans la transition alimentaire si les politiques d'achat étaient tout autres que celles qui sont pratiquées aujourd'hui. Parce que, j'ai envie de dire que des enseignes comme les nôtres, bien sûr qu'elles ont vocation à exister, mais nous, on est tout petits, en fait. On est tout petits et si on veut vraiment changer les choses, c'est pas nos 14 boutiques dans Paris qui vont transformer les choses. Nous, on pourra sans doute initier, susciter de l'intérêt et voilà, si on arrive à être un peu ambassadeur, influent, c'est extraordinaire, mais on va avoir, il y a quand même des enjeux de volume très importants, quoi. Donc, oui, je pense que la grande distrib joue pas le rôle qu'elle pourrait jouer pour mieux valoriser les productions, c'est évident. Et c'est le chiffre que je vous donnais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, il y avait 40% du prix de vente qui était calé dans la poche du producteur. Fin du siècle, c'est 7%. Bon, voilà. Tout est dit, donc il faut urgemment changer ça, quoi. Ou du moins, derrière, pas s'étonner que le monde agricole est en crise, quoi. Merci beaucoup. Mais je ne vais pas répondre plus précisément.
Et j'avais une autre petite question qui va un peu avec les ordres de grandeur Ouais. que vous donniez, et c'était par rapport notamment à comment vous vous êtes développé, où vous avez ouvert beaucoup de nouvelles boutiques en 15 ans, mais vous avez toujours gardé un profil un peu commerce de bourg, au sens où c'est très spécialisé. Il va y avoir la boucherie, l'épicerie, et ça va un peu à contre-courant de comment est-ce que les gens aujourd'hui achètent. Ouais. Et je voulais savoir un peu comment est-ce que vous aviez été amené à vous développer en faisant ce choix-là, qui est en fait un choix vachement à contre-courant. Et en fait, c'est aussi, alors c'est déjà une conception du commerce, enfin une idée, une certaine idée du commerce où on voulait créer de la proximité avec nos clients. On voulait aussi valoriser et mettre en scène les savoir-faire et l'artisanat qu'on défend dans nos boutiques. C'est pour ça que nos boutiques sont ouvertes et que nos clients peuvent voir comment est découpée une viande, comment élever un poisson, comment est découpé un fromage, et tous ces produits incroyables, et échanger avec nos équipes. Ça nous paraissait très important de recréer voilà, des commerces de confiance où justement on parle d'abord des producteurs, on parle d'abord de l'histoire du produit, on parle d'abord du goût, on parle d'abord de cuisine plutôt que de parler de label et mettre ça en avant. Voilà, c'est de créer un peu de passion et de vie autour de ça. Donc pour nous, ça nous paraissait important d'avoir des petits commerces. Et après, je vais être franc, c'est aussi pour des questions économiques, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent et que les bénéfices qu'on a acquis pendant 4 ans, on les a réinvestis dans nos boutiques et on s'est mis dans des rues qui étaient au départ pas du tout passantes. Et on n'avait pas les moyens de se mettre dans des rues très très commerçantes où les pas de porte et les loyers étaient hors de portée. Donc voilà, rue du Nil, c'était il y a 15 ans, il n'y avait rien dans cette rue. C'était l'ancien sentier, tout était fermé, enfin il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et à chaque fois, on s'est mis. Alors, est-ce que demain, on changera de cette stratégie? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est celle qu'on a pu mettre en place à ce moment-là de terroir, quoi. Super, merci. Ça répond à vos questions? Merci beaucoup. Ouais, merci. Lucia, tu as une question? On t'entend pas. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas si c'est exactement une question, parce que voilà, donc je risque d'être un peu confuse. Euh, bon, j'ai été hyper content quand j'ai découvert qu'il y avait Terroir d'Avenir à Paris. Je voulais dire ça, mais très très contente, parce que je suis cuisinière italienne et donc je viens de l'univers slow food. Ah, Et quand je suis arrivée à Paris, ben, je ne retrouvais pas du tout slow food. Attendez, là, ils vont arriver peut-être j'enlève les vidéos parce qu'ils vont arriver peut-être à un groupe d'enfants, ça va être un peu compliqué, qui vont se libérer de leur activité. Et du coup, j'adore que c'est des petites boutiques, par exemple, parce que ça permet de pouvoir parler avec les gens et parce que pour moi, qui suis cuisinière, c'est la possibilité de poser des questions sur les produits, chose qui est par exemple, à la Biocoop, ben, il y a quand même un tournant vers différent, c'est des choses beaucoup plus grandes et du coup, ça fait que les gens qui travaillent dedans, pas forcément, ils savent de qu'est-ce qu'ils sont leurs produits. Et que malgré que je suis une cuisinière, je ne connais pas forcément tous les produits, ni leur histoire, ni leur origine. Et ça, c'est intéressant pour moi parce que c'est ça que je peux revendre aussi aux gens. Ça fait partie de la communication et de l'éducation au goût. Donc pour moi, ça, c'est hyper intéressant que vous avez des petites boutiques. Et je me demandais si Terroir d'Avenir, il pensait aussi d'investir dans les côtés éducation, au sens que moi, je sens qu'il y a les petites boutiques, mais il y a même, je travaille dans des ambiances assez aisées et très intéressées à la dimension de la environnementale, mais ils connaissent pas forcément Terroir d'Avenir. Et je sens que quand même, il y a, Anintasi Slow Food, il a fait un travail énorme, donc il a énormément sensibilisé la population partout en Italie. Maintenant, on fait des différences entre produits et produits, c'est assez diffusé. Et en France, je sens que c'est difficile, les gens, ils savent même pas ou ils font pas particulièrement attention, c'est plutôt les bio.
à lesquels ils ont appris les gens à manger bio, mais ils n'ont pas encore appris l'importance de la biodiversité surtout et de la qualité organoleptique des ingrédients, surtout dans des cuisines végétales qui sont de plus en plus des cuisines qui sont demandées. Si on ne cuisine pas avec des produits comme ça, en fait, on marche arrive. pas. Bien On sûr. mange pas. La cuisine italienne, en plus, sur ça, on peut vraiment pas tricher. Donc, moi, j'ai besoin de travailler avec des produits comme ça. Mais c'est comme si ça me manque une dimension éducative plus répandue, de sensibilisation plus répandue de la population. Et du coup, je me demandais s'il y a des projets dans ce sens-là, à part l'école comestible qui travaille dans les écoles, mais du coup avec des petits qui n'ont pas de pouvoir d'achat. À quel moment est-ce que Terroir d'Avenir, il pense à une sensibilisation éducative de ces points de vue aussi pour une population adulte? Voilà, je ne sais pas si c'est une question. Non, mais c'est une très bonne remarque et pour moi, je veux dire, on a créé un commerce parce que, voilà, comme j'ai tenté de l'expliquer, c'est vraiment, on a la possibilité en commerçant d'avoir un rôle important parce qu'on choisit les produits qu'on achète et on choisit le prix qu'on veut mettre dans les produits qu'on achète et on a cette possibilité d'avoir de l'impact. On a aussi un rôle social très important qui est effectivement d'initier et de faire découvrir des produits et de rendre accessible des produits qui n'étaient pas physiquement parlants avant. Et on a un rôle effectivement pédagogique et éducationnel. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos boutiques. Après, c'est très difficile parce que effectivement, on a des problématiques comme toutes les boîtes qui grandissent, voilà, d'accompagnement, de formation, de tout ça. Donc, c'est plus compliqué quand on grandit que quand on est petit. Mais on n'a jamais, on n'a pas pensé à créer ce qu'on pourrait faire une école ou une fondation pour initier les gens à la cuisine. C'est une très bonne idée. Peut-être qu'un jour on le fera. Peut-être qu'un jour on le fera, l'accompagner. Mais je pense vraiment la clé, la clé dans la transition, pour moi, c'est la cuisine. La pratique de la cuisine quotidienne, c'est ce qui va permettre de consommer autrement dans les années à venir. C'est essentiel. Et vous avez parlé du végétal, vous avez bien raison. Aujourd'hui, il y a pas une tradition. Ça allait beaucoup plus en Italie, la cuisine de légumes, la cuisine légumière est beaucoup plus pratiquée en Italie qu'en France. Et en France, il y a un super défi de créer une cuisine végétale ou légumière avec des produits de qualité. Et ça sera beaucoup moins coûteux que une de produits voilà, Merci beaucoup. Après, merci pour tout. Hein. Merci. Je voulais vous remercier. C'est très gentil. Et Lucia, merci pour la question. C'est hyper intéressant. Et c'est marrant parce que sur différentes interventions qu'on a pu avoir sur l'école comestible, on a eu la même remarque de différentes personnes, souvent venant de l'étranger, qui trouvent qu'en France, effectivement, on a cette notion de la gastronomie qui peut-être nous empêche à certains moments de se remettre en question sur l'éducation, en tout cas à l'alimentation, et qu'on n'a pas de mouvement comme Slow Food et qu'on a peu d'études supérieures dans l'alimentation durable. Il y en a pas mal en Italie, il n'y en a pas en France, il y en a en Belgique, il y en a en Angleterre. Il y a très peu de choses en France sur ces sujets-là. Et on en a parlé avec pas mal de chefs qui s'interrogent aussi et qui se demandent s'ils ne montreraient pas collectivement quelque chose. Mais je pense qu'avec la distribution type Terroir d'Avenir, c'est tout à fait légitime de regarder ces choses-là, en fait. C'est un super sujet. Ça sera une prochaine masterclass. Une prochaine masterclass. Avec un brainstorming général. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, merci à vous, merci pour votre question. C'est bientôt l'heure, donc est-ce qu'il y a une dernière question ou sinon on conclut? Donc Alexandre, je te laisse conclure. Je sais pas.
Non, je pense avoir bien tâché d'expliquer le mieux possible. Je dirais que comme message, effectivement, je crois que c'est un sujet qui repose voilà, entre les mains de tous, et de toutes et de tous, pardon, que ce soit du côté de la production, de la distribution et des consommateurs. Évidemment que les consommateurs ont un rôle très important à jouer, et pour ça, effectivement, il faut sensibiliser les gens à la cuisine, au choix des produits, sans pour autant les pointer du doigt dans leurs actes d'achat, parce que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'effectivement, notamment dans une période inflationniste, voilà, on a parfois conscience de ne pas malheureusement pouvoir s'adresser à tout le monde. Mais si déjà ceux qui en ont les moyens peuvent participer à cette transition, alors l'impact sera monstrueux, il sera très très important. Et on parle souvent des prix, mais encore une fois, la cuisine est un levier important pour diminuer le prix. Et puis je vous invite à, voilà, vous renseigner sur les coûts cachés de l'alimentation, les externalités négatives. Bah voilà, quand on prend connaissance de tout ça, on se rend compte que les prix des produits de qualité ne sont pas si élevés que ça, et qu'ils ont un impact très important sur l'environnement et notre santé. Donc, ça doit être une priorité. D'ailleurs, tu as cité pas mal de chiffres et de références. Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à conseiller avant qu'on se quitte? Oh là là, j'en ai écouté plusieurs. Euh, Là, non, mais il y a quelque chose qui m'avait marqué. C'était le rapport, alors j'ai pas lu en entier, mais d'Olivier de Schutter, qui est un rapporteur d'affaires de l'ONU, et qui avait démontré que justement l'agriculture paysanne et vivrière pouvait répondre aux besoins de la population mondiale, c'est-à-dire en termes de quantité de production. Parce que souvent, on dit que le bio ou l'agriculture paysanne, mais il n'y a pas assez de production, etc. Et en fait, on se rend compte qu'en valorisant la biodiversité locale, en s'adaptant au territoire, au terroir, et voilà, en comprenant son environnement, eh ben, on a des rendements qui sont assez incroyables. Et il y a des techniques ancestrales qui permettent d'avoir des rendements voilà, extrêmement élevés. Donc ça m'avait marqué. Et puis il y a également, alors c'est pas un podcast ou ni même un livre, mais il y a le retour d'une méthode de culture qui s'appelle le bio-intensif, qui est une méthode francilienne qui permet de cultiver des légumes voilà, sans intrants chimiques sur des petites parcelles avec des rendements extrêmement élevés. Et ça, c'est une véritable réponse très concrète voilà, aux problématiques posées par notre alimentation, puisque c'est cette méthode-là qui a été reprise aux anciens maraîchers franciliens par un maraîcher canadien, et elle revient à nouveau en France. Et en fait, c'est l'idée d'augmenter la productivité maraîchère sur des petits terrains, comme le faisaient les maraîchers franciliens qui avaient des petites fermes. Et ça permet aujourd'hui de créer des fermes avec des revenus stables et des prix qui restent, alors il y a encore du travail, mais qui restent accessibles pour des produits de très très grande qualité. Donc ça, c'est voilà, ça rejoint aussi la question sur l'avenir. Je pense que je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est passionnant. Voilà. Super. Merci infiniment et merci de Bravo. soutenir l'école comestible aussi depuis le début avec les produits et les visites dans les différentes boutiques. Merci, bravo à vous, parce qu'on a besoin de vous, et je pense que tout part de l'école. Si tous les gamins savaient cuisiner, à mon sens, le monde serait bien différent. Donc bravo à l'école comestible.
Merci à tous. Merci tout le monde. Au revoir, à bientôt.